Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. La jeunesse de ce pays attend, elle a besoin de nous. C'est en ces termes que Michel Sapin s'est exprimé hier devant les sénateurs. Il a d'ailleurs exhorté les sénateurs de tous bords à voter le projet de loi portant création des emplois d'avenir. Texte dont l'examen a donc débuté hier au Sénat. Je vous rappelle que ce projet de loi, qui est une promesse de campagne de François Hollande, prévoit la création de 150 000 contrats aidés pour les jeunes peu ou pas qualifiés, jeunes de moins de 25 ans, qui viennent en général des zones défavorisées. Alors les entreprises qui embaucheront ces jeunes bénéficieront d'une aide financière de l'État. En contrepartie, elles devront obligatoirement proposer une formation à ces jeunes. Je vous propose donc tout de suite de revoir la discussion de l'article 1er. Bonne matinée à tous. Nous reprenons la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée portant création des emplois d'avenir. Nous sommes parvenus à l'article 1er. J'ai sur l'article 1er 9 demandes de parole. Monsieur Courteau. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres, chers collègues. J'ai souhaité intervenir effectivement sur l'article 1 car il contient le cœur du dispositif proposé aux jeunes sans emploi ni qualification, condamnés à une marginalité sociale certaine si nous n'agissons pas. Je ferai remarquer que le taux de pauvreté des jeunes de 20 à 30 ans a doublé depuis 1970 et le chômage de masse qui frappe en priorité les jeunes depuis 30 ans est véritablement un désastre générationnel. Je veux aussi évoquer la dimension du pouvoir d'achat prise en compte par ce projet de loi, puisque l'ensemble des emplois qui seront créés vont redistribuer du pouvoir d'achat et donc participer à la dynamique de la sphère économique. Cela dit, si toute la jeunesse connaît l'allongement de cet embouteillage au démarrage de leur vie professionnelle, certains, avec la crise, n'ont même plus la chance de pouvoir la démarrer. Il était donc essentiel que ces emplois dits emplois d'avenir s'adressent à celles et ceux qui n'atteignent même pas une existence statistique, aux non qualifiés ou peu qualifiés, qui sont de plus en plus nombreux à ne même plus faire la démarche de rentrer et de se faire recenser dans les dispositifs existants. Seulement la moitié des 470 000 jeunes sans qualification ni emploi sont inscrits à Pôle emploi. Les autres, comme cela a été déjà dit, sont sortis des écrans radars de la société. L'emploi d'avenir est aussi une chance, un tremplin pour remonter dans l'ascenseur social en se constituant une vraie expérience professionnelle. Pour cela, et pour atteindre l'un ou l'autre de ces deux objectifs, soit la pérennisation, soit la qualification, l'emploi d'avenir ne tombe pas dans le travers de vouloir reproduire ce qui a marché. La situation a beaucoup changé. Les jeunes de 2012 ne sont pas ceux de 1997. Le marché de l'emploi n'est plus structuré de la même manière, avec l'explosion des temps partiels et l'apparition de nouveaux emplois, emplois technologiques, emplois liés à la gestion du développement durable, emplois de la société de services. C'est pourquoi j'apprécie que l'emploi d'avenir ait été élaboré comme un dispositif adapté, ajusté, de la manière la plus adéquate pour l'employeur et l'employé, en prenant en, par exemple, la capacité et le besoin d'un tutorat. Au plus près des distorsions françaises, ce texte a aussi privilégié une approche territoriale qui nous est chère au Sénat, avec une priorité donnée aux jeunes des zones urbaines sensibles, des zones de revitalisation rurale et de l'outre-mer. Remarquons qu'il s'agit d'un zonage à caractère prioritaire, mais non exclusif pour les jeunes. Ciblage du public, ciblage géographique, accompagnement des jeunes bénéficiaires avec suivi social personnalisé, obligation ou faculté d'un tutorat, sélection des structures titulaires de l'aide et des organismes de suivi, reconnaissance des connaissances et de l'expérience acquise. Ce dispositif est précis, complet, structurant et a fait l'objet d'un examen de financement minutieux. Alors, ne tardons pas. Je me réjouis que la date d'entrée en vigueur des emplois d'avenir ait été avancée au 1er novembre 2012. Notre jeunesse ne peut plus attendre. Mais de grâce, qu'on ne me dise pas que les dépenses envers la jeunesse constituent uniquement un coût
Vous avez eu raison, Monsieur le ministre, de le préciser. Nous affirmons au contraire qu'elle constitue un bel investissement sur l'avenir. Oui, nous sommes soumis à l'urgence d'une situation dont nous venons d'hériter. Réparer ce qui a été détruit, reconstruire la cohésion sociale, et cela passe par la lutte contre le chômage. Aujourd'hui est enfin venu le temps de la mobilisation, car s'il est un domaine où le mot urgence s'impose, c'est bien en matière d'emploi et de lutte contre le chômage. C'est là la bataille prioritaire, avec d'un côté la nécessité de prendre des mesures d'urgence, comme nous le faisons aujourd'hui avec les emplois d'avenir et bientôt avec le contrat de génération, et de l'autre côté des mesures plus structurelles par l'engagement de réformes de fond, de relance de l'emploi. Bref, aujourd'hui, et j'en termine là, Madame la Présidente, il s'agissait notamment d'envoyer un signal à la jeunesse pour lui dire qu'elle a un avenir et que cet avenir est dans l'emploi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Dominique Vatrin. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, comme ma collègue Isabelle Pasquet, je considère que face à la situation dramatique que subissent les jeunes de notre pays, il fallait effectivement que le gouvernement agisse promptement. Le projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui, tel que d'ailleurs modifié par l'Assemblée puis par notre commission, nous paraît être amélioré par rapport à sa version initiale. Le volet formation a été renforcé. Cependant, les nouvelles dispositions n'ont pas, selon nous, encore suffisamment de force contraignante pour les employeurs, c'est-à-dire qu'elles ne garantissent pas encore suffisamment leur pleine application. Cela résulte sans doute du fait que les engagements en la matière, comme ce qui est de la pérennisation des contrats, figurent exclusivement sur la demande d'aide, comme si l'engagement de la structure d'accueil ne valait que pour l'État au motif que celui-ci finance. Sans doute aurait-il été souhaitable, Monsieur le Ministre, pour que ces droits soient pleinement opposables aux bénéficiaires des emplois d'avenir, que les engagements de l'employeur figurent à la fois sur la demande d'aide, ce qui est légitime, mais également sur le contrat de travail qui lie l'employeur au salarié ainsi recruté, ce dernier ne pouvant en cas de contestation que se prévaloir effectivement de son contrat de travail. Cela est d'autant plus important qu'en raison de la dématérialisation de la procédure de demande d'aide, il semblerait que, contrairement aux anciens CUI, les bénéficiaires des emplois d'avenir ne soient pas appelés à signer cette demande d'aide. Aussi serait-il utile que les décrets d'application prévoient les modalités d'information des jeunes recrutés quant à l'existence de leurs droits, par exemple en prévoyant lors de la signature du contrat un livret d'information. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est faite d'intervenir sur cette question de l'information pour interroger Monsieur le ministre et le rapporteur sur les conséquences d'un amendement de notre rapporteur adopté en commission des affaires sociales et qui a supprimé l'obligation d'information des institutions représentatives du personnel sur un sujet pourtant fondamental, l'exécution de ces contrats, notamment quant aux obligations de formation. D'après ce que j'ai compris, il semblerait que cet amendement de suppression ne soit que formel, dans la mesure où le Code du travail prévoit déjà une disposition similaire. Or, il me semble que cette réponse n'est que partielle et je crains que l'état actuel du droit ne corresponde pas tout à fait aux dispositions que prévoyait l'alinéa supprimé. En effet, l'article 23-23-48 du Code du travail prévoit effectivement une information des comités d'entreprise et, le cas échéant, des délégués du personnel sur, je cite, la conclusion des conventions ouvrant droit à des contrats initiative emploi et à des contrats d'accompagnement dans l'emploi. Or, le projet de loi prévoyait que l'information portait également sur l'exécution des obligations de formation, ce qui n'est pas le cas dans l'article L. 23-23-48 du Code de travail. Ce volet formation constitue pourtant une priorité pour notre groupe et une véritable chance pour les bénéficiaires. C'est pourquoi nous considérons que l'information des institutions représentatives du personnel sur l'état d'avancement des actions de formation mises en œuvre est encore légitime.
Enfin, Monsieur le Ministre, je voudrais vous poser une dernière question relative à l'intégration des emplois d'avenir dans l'effectif de la structure d'accueil. À l'heure actuelle, ils en sont exclus, comme l'ensemble des CUI d'ailleurs. Or, en octobre dernier, le tribunal d'instance de Marseille a rendu une décision contraire au projet de loi, puisque le tribunal considère, je cite, que les salariés en contrat aidé devraient être comptabilisés dans les effectifs des entreprises, ce qui leur donne accès au droit fondamental en représentation syndicale et à une représentation du personnel. Le tribunal d'instance, considérant que l'article 11.11.3 du Code du travail qui exclut ces salariés en contrat aidé des effectifs était contraire au droit européen et plus précisément à la directive du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation du travailleur et expliquant qu'une telle disposition prive, je cite l'arrêt, de salariés titulaires d'un contrat aidé du droit de bénéficier d'institutions représentatives du personnel. Cela n'est pas conforme, selon ce tribunal, au droit communautaire qui détermine une protection minimale à laquelle les États ne peuvent déroger qu'en adoptant des mesures nationales plus favorables aux travailleurs. Fin de citation. Au regard de cette décision et de sa portée concrète pour les salariés, ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'il serait souhaitable de revenir sur cette situation? Merci, chers collègues. La parole est à Colette Giudicelli. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les sénateurs, nous sommes tous d'accord pour dire que la situation du chômage des jeunes est bien sûr très préoccupante. 120 000 d'entre eux sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. 40 000 jeunes parents décident d'interrompre leurs études sans un niveau de qualification reconnu. Bien évidemment, nous souhaitons tous aussi trouver des solutions pour notre jeunesse, dont l'insertion professionnelle est évidemment de plus en plus difficile. Cependant, nous divergeons, Monsieur le Ministre, sur la méthode et les moyens d'y parvenir. La recette de l'emploi aidé n'est sûrement pas la bonne solution pour les jeunes sans formation. La liste est très longue des dispositifs qui ont échoué ou qui n'ont pas vraiment permis d'insérer ces jeunes dans l'emploi. Je me souviens, et chacun d'entre nous se souvient, depuis 1984, nous avons eu les TUC, les CES, les CEC, les CAE, les CIE, les CUI, les CIVIS, et j'en ai certainement oublié. Aujourd'hui, vous nous proposez les emplois d'avenir. Tous ces emplois aidés, qui ont été fort coûteux, n'ont jamais vraiment réussi à répondre au problème du chômage des jeunes sans qualification. Parce que procurer une occupation à des jeunes pendant quelques années, je crois, ne suffit pas. Il faut leur donner une vraie formation qui leur permette d'aller sur le marché de l'emploi pour trouver un vrai travail. Dans tous les cas, c'est le développement de l'apprentissage qui devrait être notre priorité nationale. Plus de 2/3 d'entre eux décrochent un emploi à l'issue de leur contrat d'apprentissage et on est proche de 90% au bout de 3 ans. Un exemple, l'Allemagne compte 1,6 million d'apprentis. En France, nous en avons 425 000. Au cours de ces dernières années, les différents gouvernements ont favorisé cette logique de formation par alternance, au titre desquels figurent justement les contrats d'apprentissage, mais aussi les contrats de professionnalisation. Et je reconnais volontiers que le volet formation de ces contrats d'avenir a été amélioré par nos collègues de l'Assemblée nationale, mais j'ai quand même quelques interrogations concernant ce dispositif. Dans un contexte budgétaire extrêmement préoccupant, est-il raisonnable, Monsieur le Ministre, de mobiliser plus de 1,8 milliard d'euros par an? En effet, le coût représentera 1,5 milliard d'euros pour l'État, 75% du SMIC, et un minimum, on peut calculer, de 300 à 400 millions que vous allez mobiliser, que vous allez demander aux associations et aux collectivités. Pouvez-vous d'ailleurs à ce propos, Monsieur le Ministre, nous donner des précisions sur le coût précis et global de ce dispositif? Ma seconde interrogation porte sur la fin de contrat. Que va-t-il se passer au bout de 3 ans? Que vont-ils devenir? On nous donne souvent l'exemple du succès de l'ancien dispositif des emplois jeunes. 60% de ceux qui avaient un emploi sont restés chez leurs employeurs à l'issue du contrat. Mais on oublie de dire que c'est un mauvais exemple, parce qu'il ne faut pas oublier justement que 40% des bénéficiaires étaient des jeunes diplômés d'enseignement supérieur. Du côté employeur, une fois encore, la charge de ces contrats pèsera sur les collectivités et les associations, générant pour elles des frais de personnel supplémentaires. Je ne vois vraiment pas comment les associations ou les collectivités territoriales pourront financièrement pérenniser ces emplois à l'issue des contrats de 3 ans. Et un vrai travail ne saurait être exclusivement un emploi public.
Enfin, pour terminer, ma troisième interrogation porte sur la discrimination territoriale que vous souhaitez mettre en place. Cet article 1 donne une importance essentielle au territoire. Vous avez décidé de donner la priorité aux jeunes résidant dans certains d'entre eux. L'extension du dispositif aux zones de revitalisation rurale ne réglera pas tout. Vous avez décidé, Monsieur le ministre, de créer 150 000 emplois d'avenir, alors que la cible du dispositif comprend potentiellement 470 000 jeunes peu ou pas qualifiés. Ce sont ces territoires prioritaires qui vont consommer la quasi-totalité des moyens. Certes, les jeunes des quartiers, je suis bien d'accord avec vous, les jeunes des quartiers sensibles doivent être accompagnés. C'est la situation sociale des jeunes concernés qui doit être l'unique critère. Je ne comprends donc pas que l'ensemble des jeunes Français en situation de précarité ne puissent pas accéder à ce dispositif et que vous fixiez comme priorité ceux qui vivent dans les zones défavorisées. Pour l'ensemble de ces raisons, Monsieur le ministre, malheureusement, je ne voterai pas ce projet de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Sophie Primas. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Ma prise de parole ira dans le sens de celui de ma collègue précédente pour vous dire qu'évidemment l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés est devenue bien difficile dans une crise économique qui touche notre pays mais qui les touche en priorité et que la situation de ces jeunes que nous connaissons tous, qui comme on dit dans ma banlieue parisienne tiennent les murs tant l'activité est importante, est particulièrement préoccupante. L'objectif fixé par votre gouvernement pour l'insertion de ces jeunes sans qualification est donc louable et rassemble, nous l'avons dit, tous les bancs de notre hémicycle. En ce sens d'ailleurs, je voudrais rappeler que le choix du précédent gouvernement avait été de conduire une politique sans précédent en faveur de l'apprentissage et de la formation en alternance, véritable voie de succès pour l'insertion pérenne de ces jeunes. Les investissements d'avenir pour le développement et l'extension des établissements, la promotion de l'apprentissage vont porter leurs fruits dans toutes ces années qui viennent. Il aurait d'ailleurs fallu continuer ces efforts en allégeant en particulier les contraintes administratives souvent trop lourdes pour les entreprises. Si ce qui est proposé aujourd'hui va dans le sens de la bataille que tout gouvernement doit mener contre ce fléau, qu'est l'éloignement des jeunes de l'activité professionnelle, ce dispositif est en décalage avec la réalité de l'emploi en France. Ces emplois dits d'avenir, annoncés un peu en urgence, manifestement pour répondre à l'inquiétude grandissante des Français, sont bien sûr insuffisants, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, et je crains que les contrats de génération que vous nous avez annoncés, Monsieur le Ministre, en complément, ne suffisent pas. Je regrette que le budget conséquent engagé pour ces emplois conduise à ne créer majoritairement que des contrats temporaires dans un cadre restreint, les empêchant la plupart du temps de déboucher sur des emplois pérennes. Il s'agira principalement d'emplois créés dans le secteur public ou associatif, secteurs tous deux soumis à une politique de réduction des dépenses publiques et dont plusieurs études, ici même au Sénat, ont montré qu'ils ne permettaient pas un taux d'insertion comparable à celui existant dans le secteur privé. Certes, le secteur public et le secteur associatif peuvent être un vivier pour 3 ans, mais in fine, l'objectif primordial doit être de pérenniser des emplois créés et non pas de précariser à retardement. Dans les conditions économiques actuelles, nous aurions préféré que vous puissiez proposer avant tout ces contrats aux entreprises, notamment aux TPE et aux PME, quitte à prioriser, en accord avec les organisations professionnelles, les secteurs d'activité en tension dans lesquels l'éloignement des jeunes au travail peut être plus facilement comblé. Plus grave pour moi, Monsieur le Ministre, est que ce dispositif me semble inéquitable. Inéquitable, inexplicable. Comment expliquer, Monsieur le Ministre, aux jeunes en grande difficulté de ma vallée de Seine industrielle qu'ils n'auraient pas la chance, quel paradoxe, d'habiter dans les quartiers sensibles et pour qu'ils soient écartés de ce dispositif? Pourquoi rajouter l'injustice sociale à une injustice territoriale? Merci, Monsieur le Ministre. En effet, ce dispositif, en son article 1er, je lis le texte, Monsieur le Ministre, vise explicitement en priorité les jeunes résidant en ZUS, en zone de revitalisation ou en outre-mer. Par conséquent, les jeunes issus de bassins d'emploi en très grande difficulté ou éloignés gravement de l'emploi mais ne résidant pas sur le bon territoire seront non prioritaires, donc probablement exclus. Ce n'est pas acceptable. Le dispositif doit concerner chaque jeune en difficulté. Ce n'est non le territoire,
mais la personne qu'il faut viser. Notre groupe demande donc la suppression de cet article pour ces deux raisons majeures et à défaut de cette suppression, nous proposerons des amendements pour tenter de rétablir en particulier l'égalité de traitement de tous les jeunes, principe essentiel de notre Constitution et auquel je suis certaine, Monsieur le Ministre, vous serez sensible, attentif et ouvert. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Gisèle Prince. Messieurs les ministres, Madame la Présidente, mes chers collègues, tout au long de sa campagne présidentielle, François Hollande a fait de la jeunesse la grande cause de son quinquennat. La création de 150 000 emplois d'avenir est bien un engagement fort du programme présidentiel destiné aux jeunes en particulier, issus des quartiers sensibles. Ils ont en effet un besoin urgent d'une première expérience professionnelle sur une durée longue. Moi, qui suis élue d'un territoire industriel, la Moselle, particulièrement frappé par la crise économique et sociale, je peux vous dire qu'un tel dispositif est particulièrement attendu et urgent afin que ces générations ne désespèrent pas de la République. Mon intervention portera sur deux points. L'intérêt du dispositif, en ayant bien présent à l'esprit l'expérience positive des emplois jeunes de la période 1997-2002, et le rôle que peuvent jouer les établissements publics de coopération intercommunale dans la mise en œuvre pratique des emplois d'avenir. En plus de la formation, l'expérience professionnelle acquise dans la durée favorise l'accès des jeunes à un emploi à l'issue du programme. Nous devons particulièrement veiller à offrir autant de possibilités d'emploi pour les filles que pour les garçons et appliquer les règles de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Il faut mettre un terme à un faux procès, souvent entendu sur les bancs de l'opposition, niant la création d'emplois lors de la mise en place des emplois jeunes. En 2006, selon les statistiques établies par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, un organisme dépendant du ministère de l'Emploi confirme que les emplois jeunes avaient permis la création de 310 000 postes entre 1997 et 2002. De plus, 3/4 des bénéficiaires ont occupé un poste immédiatement après leur sortie de ce dispositif. Cette mise au point qui me tenait à cœur est en fait, je voulais attirer l'attention du gouvernement sur le rôle que pourraient jouer dans la mise en œuvre des emplois d'avenir les établissements publics de coopération intercommunale. Ils sont bien entendu éligibles en tant qu'employeurs, comme le prévoit le projet de loi à l'article L. 5134-111-2 du Code du travail, qui vise les collectivités territoriales et leurs groupements. Les EPCI, dont une des missions prioritaires est le développement économique et l'aménagement du territoire, peuvent donc être au cœur du dispositif. En outre, les communautés d'agglomération ont parmi les blocs de compétences obligatoires prévus par la loi la faculté de choisir la politique de la ville. J'ajoute que la réforme territoriale du 16 décembre 2010 a prévu l'obligation pour les EPCI d'établir un schéma de mutualisation des services entre la communauté et les communes adhérentes. La mise en œuvre du dispositif pourrait, dans un certain nombre de cas, et notamment pour des communautés de communes regroupant de petites communes, être un élément de ces schémas en cours d'élaboration. Monsieur le ministre, en liaison avec votre collègue en charge des collectivités territoriales, pourquoi ne pas engager une concertation à ce sujet avec les associations d'élus, notamment l'Association des maires de France et l'Assemblée des communautés de France, afin d'encourager le recours au dispositif? Nous savons bien, nous, sénatrices et sénateurs, quelles peuvent être les difficultés concrètes des petites communes. Quelle que soit leur bonne volonté, elles qui disposent de moyens humains et budgétaires insuffisants, notamment dans l'encadrement ou encore pour la gestion des ressources humaines. Je pense qu'il est de notre rôle au sein de la Haute Assemblée, issue des collectivités territoriales, de nous faire le relais de ces aspects pratiques rencontrés sur le terrain, dans le souci de la réussite d'un enjeu majeur
qui est celui de l'emploi des jeunes, donc de leur insertion dans notre société. Merci, chers collègues. La parole est au président Didier Guillaume. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les emplois d'avenir, Monsieur le Ministre, sont un dispositif indispensable pour remettre les jeunes sur le chemin de l'emploi et par conséquent sur le chemin de la République, parce que c'est bien de cela dont il s'agit, remettre les jeunes dans notre pacte républicain sur le chemin de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'interviens sur cet article 1 du projet de loi qui est le cœur du texte, car je soutiens avec enthousiasme ce projet de loi. Oui, mes chers collègues, ce texte est une avancée majeure sur le front de l'emploi des jeunes. Son objectif est bien de remettre des dizaines de milliers de jeunes sur les rails de l'emploi et au-delà même sur le chemin de la République. Vous l'avez toutes et tous dit dans la discussion générale, les chiffres sont éloquents. Plus d'un jeune sur deux sans diplôme ne travaille pas. Ces jeunes sont sans horizon, en dehors de la société, beaucoup se sentent marginalisés. Ils ont le sentiment d'être laissés de côté par ceux-là même dont ils ont le sentiment qu'eux ne s'occupent que d'eux. Ces jeunes-là sont ceux qui doutent de leur avenir comme de leur présent. La société ne doit pas les oublier. Je soutiens ce texte car il permettra à ces jeunes de retrouver le chemin de la société. Il ne suffit pas de dire que la République ne laisse aucun de ses enfants sur le côté de la route. La République doit aussi trouver les moyens de créer une harmonie entre les générations, et ce texte y contribue. Et je ne parle pas seulement de perspectives professionnelles. En effet, comment rêver à une vie meilleure quand on est inactif? Comment acquérir la maturité et devenir un adulte sans cette première étape de l'emploi, de l'autonomie financière et donc de l'autonomie par rapport aux parents? En réalité, la problématique que nous abordons ne concerne pas seulement les jeunes, elle nous concerne tous, elle concerne les familles, elle concerne la société, car le chômage des jeunes est une menace très sérieuse pour la cohésion de notre République, pour l'harmonie de notre nation. Aussi, devons-nous répondre à cette question. Quelle est la place que nous voulons accorder aux jeunes dans une société marquée par la gravité d'une crise économique? Cette crise terrible qui écrase tout sur son passage. Même les plus forts souffrent, la finance, les entreprises, les États. Alors les jeunes, et surtout les jeunes sans diplôme, sans formation, se sentent mis de fait au banc de la société. Ces emplois d'avenir, Monsieur le Ministre, sont un outil nécessaire pour lutter contre ce fléau qu'est le chômage des jeunes. Le président de la République, ça a été déjà dit aussi, a fait de la jeunesse l'un des thèmes fondateurs de son action. Le contrat de génération qui sera mis en place dans les semaines qui viennent avec les entreprises, comme ces emplois d'avenir, sont au cœur des dispositifs destinés à améliorer la situation des jeunes. Plus de 700 000 jeunes sont sans emploi, sans formation. En privilégiant dans cette mesure le contrat à durée indéterminée ou le contrat à durée déterminée de 36 mois, les emplois d'avenir réinsèrent durablement le jeune dans le monde du travail. Dans ce projet de loi, l'accent est mis sur la formation. Tout est mis en œuvre pour favoriser l'acquisition d'une formation. Elle est essentielle et la convention passée entre l'employeur et le jeune est un gage de sérieux. Alors j'entends les critiques visant le coût de cette mesure, 500 millions d'euros en 2013, 1,5 milliard par an dès que les 150 000 emplois seront pourvus. Mais à titre comparatif, je voudrais simplement dire que le bouclier fiscal a représenté un manque à gagner de 2,5 milliards d'euros entre 2007 et 2011 et a mis beaucoup de jeunes au chômage. J'entends les critiques sur des emplois gadgets, des emplois publics au rabais. Attention, mes chers collègues, au dénigrement. Attention au fait de considérer qu'il y a des degrés dans la qualité des emplois. Non. Tout jeune reprenant une activité ou tout jeune acquérant un premier emploi, fût-il un emploi d'avenir, est un jeune qui réussit. Cet emploi est une première victoire. Pour combattre le chômage, nous faisons le choix d'investir sur notre jeunesse parce que nous croyons en ses talents et que toutes les solutions sont à expérimenter pour les faire émerger. Mais la France est diverse, les territoires sont divers et la jeunesse est la même. Et je veux avoir une pensée pour les jeunes qui vivent dans les zones rurales, mes chers collègues. Ces derniers n'habitent pas dans les zones urbaines sensibles, mais vivent dans des zones rurales sensibles.
En termes de perspectives d'emploi, ce sont les mêmes. Bien souvent loin des services publics, loin de l'accès au débit, ils se sentent touchés par la double peine. Et merci, Monsieur le Ministre, de faire en sorte que cette loi, comme c'est écrit dans votre projet, s'adresse aussi bien aux jeunes des zones urbaines sensibles qu'aux jeunes de la ruralité. Il est important que cette France diverse, que la réponse à cette France diverse soit pour tous les jeunes, qu'ils habitent en ville ou qu'ils habitent en zone rurale. C'est indispensable. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, on entendra des critiques. Certains sur les bancs de l'opposition vont voter le texte, d'autres peut-être ne le voteront pas. Alors à ceux qui ne veulent pas voter pour les emplois d'avenir, je leur demande de voter contre le chômage, et aux membres de la majorité qui va voter pour les emplois d'avenir, ils auront fait un pas important pour remettre le moral, pour remettre le pied à l'étrier à la France des jeunes qui se sentent délaissés. Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Serge Larcher. Oui. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, j'ai beaucoup entendu de critiques au sujet du projet de loi relatif aux emplois d'avenir que nous évoquons aujourd'hui. Tout texte est critiquable et celui-ci comporte évidemment des aspects qui peuvent être améliorés. Pour le cas d'espèce, ce qui me gêne dans le discours de certains, c'est le caractère strictement idéologique de leur opposition. Si je les entends bien, l'emploi d'avenir ne serait pas acceptable parce que le rôle de l'État n'est pas de subventionner l'emploi. Si je les entends encore, l'État n'en aurait pas les moyens. Si je les entends enfin, ces emplois iraient à l'encontre d'un nécessaire mouvement de réduction des effectifs des collectivités publiques. Je souhaite ici analyser très sereinement ces trois arguments. Sur le premier point, au sujet du rôle de l'État en matière de financement de ces emplois, je considère qu'il s'agit d'une nécessité. Certes, dans un monde parfait, la création d'emplois n'a pas besoin d'être encouragée. Il procède simplement de la rencontre d'un besoin et d'une offre. Mais en l'occurrence, nous ne sommes pas dans un monde parfait et nous sommes dans un monde en crise, oui en crise, gravement en crise. Quand près de 500 000 jeunes sont sans emploi et sans formation, il est plus temps de se demander si l'État doit agir. Il doit agir et il est temps d'agir. Je le dis avec d'autant plus de conviction que la situation est encore plus dramatique dans les régions d'outre-mer où plus de la moitié des jeunes sont en chômage et parmi ces 41% sont sans aucune qualification. Dans une telle période, l'intervention de l'État en faveur de l'emploi n'est donc pas seulement une option, elle procède d'une nécessité, voire d'une obligation. Sur le second point, au sujet du coût du dispositif, ce débat dépasse toute logique strictement budgétaire. En fait, la véritable question est quel est le coût du défaut de formation et de l'inactivité chronique d'une partie de la jeunesse? Et je ne parle pas seulement du coût économique de prise en charge de l'exclusion, je parle du coût social et sociétal. Un pays peut-il durablement espérer se développer en laissant sur le bord de la route une partie de ceux qui devraient justement construire son avenir? Le coût de l'inactivité, c'est parfois la désespérance, la drogue, la violence. Et c'est une charge ô combien plus lourde pour nos sociétés que les moyens que mobilisera l'État pour ses emplois d'avenir. Pour finir, j'aimerais évoquer l'apparente contradiction entre la mise en place d'un tel dispositif dans une période où il y aurait nécessité à réduire les effectifs des collectivités publiques. L'argument est intéressant, mais ceux qui en usent feignent d'ignorer que cette même période est celle du papy-boom, où le rythme des départs à la retraite est élevé. Pour ma part, je vois dans les emplois d'avenir une opportunité pour former ceux qui, demain, devront occuper une partie des emplois qui se libèrent. Pour les collectivités territoriales, l'intérêt du dispositif est de pouvoir former progressivement, selon une logique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, les futurs professionnels du service public. Il ne s'agit pas simplement de créer un effet d'aubaine et d'occuper des jeunes durant 3 ans, puis de s'en débarrasser. Il s'agit véritablement de les préparer à prendre efficacement leur place dans notre société. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, il me semble donc, chers collègues, que l'enjeu est bel et bien d'améliorer le dispositif qui est une chance pour notre jeunesse et notamment pour nos outre-mer. Et c'est pour toutes ces raisons que nous allons voter ce texte.
Merci, chers collègues. La parole est à Hervé Maurey. Merci, Madame la Présidente. Messieurs les ministres, mes chers collègues, quelques mots concernant cet article 1er. Tout d'abord, sur la forme, j'observe que nous avons à nouveau un texte selon la procédure accélérée. J'en suis d'autant plus étonné que le ministre Sapin avait évoqué à l'Assemblée nationale le fait que ce texte n'était pas urgent. Je le cite, il y avait dit « il n'y a pas d'urgence immédiate » à propos de ces emplois, en disant « leur élaboration demandera du temps. Nous discuterons notamment des crédits à leur consacrer au moment du débat budgétaire ». Et j'observe aussi qu'au cours de cette session extraordinaire, nous avons deux textes, tous les deux sous forme de procédure accélérée. Et je me demande si c'est ça l'amélioration des conditions de travail du Parlement qui nous avait été promise par la majorité et par le gouvernement. Et j'ai vraiment le sentiment, en ayant ces deux textes dans l'urgence, que l'on est passé de la léthargie de juillet à l'emballement de septembre. Je voudrais également regretter que ce texte, comme celui sur le logement, aborde la problématique de manière séquencée. On n'arrive pas, avec ce gouvernement, à avoir des textes qui abordent globalement les choses. C'était vrai sur le logement, où on nous a parlé que de logement social. C'est vrai avec ce texte où on n'aborde que la question du traitement social du chômage chez les jeunes. Alors, sur le fond, bien sûr, il faut se préoccuper du chômage. Bien sûr, c'est une priorité. Bien sûr, nous avons 3 millions de chômeurs. Bien sûr, la question de l'emploi des jeunes est encore plus préoccupante puisque nous avons 470 000 jeunes sans emploi, que l'augmentation du chômage des jeunes a augmenté très fortement en un an puisqu'il a augmenté de 7%. Et c'est donc très bien que le gouvernement s'attaque à cette problématique. Le problème, c'est que je trouve que ce qui nous est proposé n'est pas à la hauteur de la situation. Parce que face à ce drame qui est celui de l'emploi des jeunes, qu'est-ce que nous propose le gouvernement? Il nous propose finalement de réinventer les emplois jeunes de 1997, mais en moins bien. En moins bien. Ces emplois sont moins nombreux, 150 000 au lieu de 800 000. Ils seront moins aidés puisque l'État ne prendra en charge que 75% au lieu de 80%. Ils seront sur une durée plus courte qui sera de 3 ans et pas de 5 ans. Et en plus, ils ne concerneront que certains territoires. Et le pire, c'est que le gouvernement ne semble pas se rendre compte qu'en fait, la situation a fondamentalement changé en 15 ans. Parce que les emplois jeunes ont été un relatif succès, dans la mesure où, effectivement, 60% des emplois jeunes ont été pérennisés. Mais la situation a fondamentalement changé parce que aujourd'hui, la différence fondamentale avec la situation d'il y a 15 ans, c'est que les collectivités locales ne sont absolument pas en situation de pérenniser ces emplois. On sait très bien que demain, les collectivités locales qui ont des dotations qui stagnent, qui ont des emplois dont le nombre devrait être limité, ne pourront pas pérenniser ces emplois. Et donc, on promet à ces jeunes un emploi parking. Et c'est d'autant plus préoccupant, et nous y reviendrons au cours des amendements présentés par notre groupe, qu'il n'y a même pas de réelle garantie sur la formation des jeunes dans le cadre de ces emplois. Je comprends que vous soyez gênés, mes chers collègues, mais ayez la courtoisie de me laisser parler. Madame la Présidente. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je comprends que mes propos dérangent, mais notre Assemblée est habituellement plus courtoise que ce soir. Il est donc tout à fait regrettable que ces emplois soient essentiellement tournés vers le secteur public et pas davantage vers le secteur marchand qui n'est concerné qu'à la marge. Et là aussi, nous aurons des amendements en ce sens. Et il est tout à fait incompréhensible que dans le cadre d'emplois qui iraient vers le secteur marchand, c'est-à-dire vers les entreprises, les aides ne soient pas de 75%, mais de 30 à 35%, ce qui montre là encore une méfiance vis-à-vis des entreprises. Alors, la question de l'emploi des jeunes, c'est quoi aujourd'hui? C'est à la fois un problème de formation, un problème d'inadéquation entre l'offre et la demande, et malheureusement ce texte n'y répond pas, et c'est aussi un problème de coût du travail. Et sur la question du travail, on se réjouit que le président de la République ait découvert qu'il y a un problème de compétitivité dans notre pays, mais l'on aimerait voir enfin des actes et des propositions concrètes, parce que pour le moment, on est dans la découverte du problème de la compétitivité, mais les actes ne sont pas
en conformité avec cette découverte, puisque les seuls actes qui ont été pris par le gouvernement, c'est pour aggraver les charges des entreprises, avec la suppression de la TVA anti-délocalisation, avec la suppression de l'exonération de charges sociales sur les heures supplémentaires, et avec les nouvelles impositions qui sont prévues dans le cadre de la loi de finances sur les entreprises. Donc j'attends vraiment de la part du gouvernement et de la majorité que l'on aborde ce problème au fond et de manière structurelle. Merci, chers collègues. La parole est à Alain Néry. Oui, merci Madame la Présidente. Je dois dire que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et je dirais avec beaucoup de courage tout ce que vient de nous dire notre collègue Moret. Parce qu'il y a quand même un tissu de contradiction qui est peu banal. Vous comparez les contrats d'avenir avec les contrats jeunes. Eh bien écoutez, si ils ont le même succès que les contrats jeunes, ça va être une réussite, puisque vous avez dit vous-même que 70% ont été pérennisés. Que deuxièmement, vous nous dites, mais vous ne pourrez pas, dans les collectivités, financer. Écoutez, je ne voudrais pas être désagréable avec vous, mais permettez-moi quand même de vous rappeler que vous êtes quand même responsable de l'étranglement des collectivités locales et en particulier de la perte d'autonomie financière des collectivités locales. C'est quand même pas nous qui avons supprimé la taxe professionnelle. Et puis, je crois que dans ce domaine-là, il faut rappeler qu'avec les emplois jeunes, effectivement, on avait rendu l'espoir non seulement aux jeunes, mais aux parents et même aux grands-parents. Et Monsieur Moret, je ne voudrais pas être cruel avec vous en ce début de soirée, mais quand vous osez critiquer les mesures qui sont proposées aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit rappel historique et vous renvoyer à quelques années en arrière, mais où vous étiez aux responsabilités. Est-ce que vous pourriez nous parler du CPE, s'il vous plaît? Parce que si vous nous parliez du CPE, effectivement, vous avez eu un véritable succès. Jamais il y a eu autant de personnes dans la rue que grâce au CPE. Et si au début c'était les jeunes, les parents et les grands-parents avaient bien compris la supercherie, et je suis mesuré dans mes propos quand je parle de supercherie, et que, Monsieur Moret, quand on est face à un tel bilan et face à un tel catastrophisme de la situation que vous avez laissée, je crois que faites-nous confiance pour redresser la situation, mais vous savez qu'il nous faudra beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour le faire, parce que, quand même, ce que vous nous laissez, c'est un héritage dont, à votre place, je n'oserais pas parler. Merci, chers collègues. Monsieur Le Maine, Jackie Le Maine, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je crois que ces contrats d'avenir, c'est, et vous l'avez tous bien compris, la rencontre d'un besoin, le signe de la rencontre d'un besoin avec une volonté. Le besoin, je ne pense pas que qui que ce soit dans cette Assemblée le remette en cause, tout le monde l'a constaté, et la volonté, c'est pour le gouvernement de ne pas rester les bras ballants face à cet immense drame que représente le fait que nos jeunes concitoyens sont sans travail et en plus en désespérance sur l'ensemble du territoire compte tenu du fait que, qu'on le déplore ou pas, sans diplôme, on ne peut pas nécessairement trouver un travail, en plus d'autres éléments extrêmement péjoratifs. Alors, j'ai entendu dans les interventions un amoncellement de contre-vérités ou de questions sur lesquelles le ministre a déjà répondu cet après-midi dans le cadre de la discussion générale. Hein? Alors, il a très bien répondu. En ce qui concerne la question du financement, il est question du financement pendant 3 ans. Les contrats à durée indéterminée peuvent aller au-delà de 3 ans. Je pense que les choses sont claires et là, à entendre certains de nos collègues de la minorité, on a l'impression qu'au bout de 3 ans, tout va s'arrêter. Non, ce n'est pas le cas. Derrière l'ensemble du système de formation dont notre ministre, M. Repentin, nous a très longuement explicité les différents éléments cet après-midi, fait que
avec un tutorat qui sera en accompagnement et qui est un point fort sur lequel il faut insister, qui a fait ses preuves dans le passé et encore ici ou là dans l'Hexagone avec le tutorat, on a là une possibilité de redonner le punch aux jeunes qui ont, pour des raisons parfois sociales, parfois à relier avec le système d'éducation, mais c'est un autre dossier, et le système scolaire, et c'est un autre dossier sur lequel se penche le gouvernement, il y a une possibilité de faire en sorte que ces personnes-là, ces jeunes-là, aillent vers un véritable emploi. Aillent vers un véritable emploi. Autre contre-vérité, on a l'impression que c'est uniquement dans certains territoires. Non, c'est sur l'ensemble du territoire, c'est sur l'ensemble de l'Hexagone. Il y a le fait que sur certaines parties de l'Hexagone, malheureusement, et c'est vrai aussi pour l'outre-mer, il y a malheureusement des priorités compte tenu du niveau très fort de déshérence en matière d'emploi pour les jeunes sans qualification. Alors je crois que c'est ce côté important et moi je m'attendrais que l'ensemble de la représentation nationale ici au niveau du Sénat et au niveau bien sûr de l'Assemblée nationale, mais fasse bloc, fasse corps pour aider nos jeunes en difficulté et en ayant conscience que c'est un élément dans un plan d'ensemble qui a été explicité par le chef du gouvernement encore tout à fait récemment. Il y aura d'autres mesures, notamment les contrats de génération. C'est un élément dans un ensemble, mais il y a une stratégie globale de lutte contre le chômage et je m'étonne, pour le déplorer, que la minorité ne saisisse pas ces opportunités pour faire amende honorable par rapport à ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée de François Hollande à la présidence de la République. Merci. Merci, chers collègues. Les prises de parole sur l'article 1er sont maintenant terminées. Je passe à la partie amendement. Je suis saisie d'un amendement 68 qui est présenté par Madame Procaccia. Merci, Madame la Présidente. Cet après-midi, je n'étais pas en séance puisque nous avions les états généraux des collectivités. Donc j'aimerais bien que mes collègues ne disent pas Monsieur le ministre a répondu ou Messieurs les ministres ont répondu cet après-midi. Il y avait des priorités qui sont aussi les priorités du président du Sénat. Je voulais dire que jusqu'à présent, aucun d'entre nous au Sénat n'avons nié le fait que la situation de l'emploi des jeunes peu ou pas qualifiés était alarmante. Nous aussi, nous partageons ce constat et nous partageons la volonté d'agir. Mais nous disons que l'emploi d'avenir, tel que vous le proposez, est un acte de communication, puisque les formes d'aide d'emploi que vous proposez existent déjà. La formule du contrat aidé a été éprouvée, et éprouvée de nouveau fois par vous ou par l'ancienne majorité. Nous pourrions souscrire à cette formule, même si pour nous il s'agit quand même d'une formule ponctuelle et de faible ampleur, s'il ne présentait pas un certain nombre de défauts que nous estimons majeurs. Ma collègue Chantal Jouanneau l'a dénoncé tout à l'heure, cet après-midi. L'emploi d'avenir accomplit quand même un exploit que de créer un CDD de 3 ans, ce que la droite n'aurait jamais osé faire. Certes, on doit faire des CDI, mais combien de CDI seront proposés? On fera le bilan. Je pense bien qu'il y aura plus de CDD. Et surtout, en matière de droit du travail, créer des CDD de 3 ans, ça a été réglé dans le texte, mais c'est quand même assez surprenant, alors que les CDD en droit du travail ne doivent pas dépasser 2 ans. Donc le respect des règles du travail me paraît un petit peu étonnante. Au lieu de déboucher sur des emplois stables, il s'agira, vous espérez que ce ne sera pas le cas, Monsieur le ministre, Messieurs les ministres, sur des emplois précaires. Alors que nous souhaitons tous que ces emplois débouchent sur des emplois pérennes. Or, pour avoir des emplois pérennes, il faudrait s'orienter vers le secteur marchand, vers l'économie, les seuls secteurs qui créent réellement des richesses. En plus, nous reprochons à ce dispositif le ciblage sur un certain nombre de zones. Les zones dans les US, dans les ZR, dans l'outre-mer. Moi, je veux simplement parler des zones urbaines. Nous avons fait des grands programmes en rue. Nous avons déplacé des populations.
Comment allons-nous dire à certains jeunes, si vous habitiez encore à 500 mètres de là, vous seriez prioritaire et maintenant, vous ne l'êtes plus? Comment les maires ici présents vont devoir gérer les jeunes qui éventuellement voudront aller les voir en leur disant « Nous habitons dans votre commune et nous souhaitons avoir un emploi d'avenir, aidez-nous » et vous leur direz « Non, peut-être, si je n'ai personne d'autre ou si les emplois prioritaires des personnes qui sont dans ces zones ne sont pas pourvus. » Eh bien, ce sont les raisons pour lesquelles notre groupe trouve que ce processus est beaucoup améliorable et nous le voterons que s'il est amélioré. Merci, chers collègues. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur cet amendement 68. L'amendement 68, mes chers collègues, proposé par Madame Procaccia et ses collègues, est de portée radicale, vous l'avez compris, puisqu'il s'agit de supprimer l'article 1. Alors cet amendement repose sur des attendus qui sont faux. En particulier, on semble confondre exclusivité et priorité. Je veux les réaffirmer ici avec force, à la suite des propos des ministres tout à l'heure. Tous les jeunes peuvent être bénéficiaires de ce dispositif des emplois jeunes. Pour cette raison essentielle, naturellement, la Commission a porté un avis défavorable. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis du gouvernement. Merci, Monsieur le ministre. Bien. Y a-t-il une demande d'explication de vote? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre aux voix cet amendement 68 qui a eu un double avis défavorable. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? Merci. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 4 rectifié bis, Madame Procaccia. Cet amendement reprend un débat que nous avons eu, une discussion que nous avons eue avec Monsieur le ministre en commission, puisqu'il nous apparaissait un peu bizarre que ce dispositif puisse s'adresser aux jeunes de 16 à 18 ans. Les emplois d'avenir concernent les publics jeunes prioritaires qui ont des problèmes d'insertion ou qui auraient subi plusieurs années de galère. À 16 ans, à 17 ans, comment peut-on déjà dire qu'on a subi des années sans formation et qu'on n'a pas trouvé d'emploi? Il y a d'autres formes. Il y a d'abord l'enseignement, parce que la première des choses, ce serait qu'ils ne quittent pas l'enseignement. Et la deuxième chose, il y a d'autres formes comme l'apprentissage. Monsieur le ministre du Travail, en commission, m'a bien dit qu'effectivement, à 16 ans, ce n'était pas l'âge opportun, mais qu'il ne voulait pas qu'effectivement un certain nombre de personnes à 17 ans ou à 17 ans et demi ne puissent pas bénéficier de ces emplois d'avenir. C'est la raison pour laquelle je vous ai écouté, Monsieur le ministre, et que je propose de remplacer. Alors, je rectifie mon amendement, non pas l'âge par 16, par 18, mais par 17 ans. Parce que de 16 à 17 ans, il y a quand même, il n'y a qu'un an où on a peut-être quitté l'enseignement et il y a peut-être d'autres voies. Merci, Madame Procaccia. Je vais demander l'avis de la Commission donc sur maintenant un amendement 4 rectifié terre et qui porte le chiffre de 16 à 17 ans. Monsieur le rapporteur. Bien, il est évidemment souhaitable, mes chers collègues, que les mineurs de 16 à 17 ans, nous partageons tous cette exigence, puissent être soit en alternance, soit rester en scolarité. Malheureusement, le réalisme nous conduit à constater qu'un certain nombre de jeunes ont décroché du système scolaire, ne sont pas dans les systèmes en alternance, ne sont ni en emploi ni en formation, mais sont demandeurs d'emploi. Et précisément pour cela, l'emploi d'avenir est tout à fait adapté et doit lui permettre peut-être, le cas échéant, soit d'aller vers un processus qualifiant, de faire un retour vers l'alternance et en tout cas de trouver une voie de débouché par rapport à cette situation de chômage. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas vous suivre, Madame Procaccia. Avis Merci. défavorable de la Commission. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement. Repentin. Je suis le rapporteur.
Vous suivez le rapporteur, défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Bien, y a-t-il une parole? Il n'y en a pas. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 4 rectifié terre, qui a reçu un double avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Merci. Abstention? Je n'en vois pas. L'amendement n'est pas adopté. Voilà pour la discussion de l'article 1er du projet de loi portant création des emplois d'avenir. Je vous retrouve quant à moi cet après-midi à partir de 16h30 pour la suite de l'examen de ce texte. Bonne journée à tous.